Bienvenue au Club Maths. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Victor Geda, étudiant au baccalauréat en mathématiques et présentement en stage avec M. Yossif Polterovitch en géométrie spectrale, qui va nous parler de géométrie spectrale, plus précisément son titre étant « À la frontière du paranormal ». Il y a beaucoup de blagues dans cette phrase-là. J'espère que vous les réalisez tous. Et bon courage, Victor. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Je te laisse la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez avec ce ton de voix-là? C'est suffisant? Parfait. Alors, merci de m'accueillir. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant la conférence, ça me fait plaisir. Aussi, ça me fait réaliser des choses que je ne sais pas nécessairement parfaitement. Donc, aujourd'hui, que je vais vous présenter, c'est justement ma vision sur ce grand domaine-là. Puis, c'est mon approche simplifiée. Il va y avoir des choses qui manquent, il va y avoir des choses qui sont mises sous le tapis. Pas mal de hand-waving, mais ça devrait être suffisant. Donc, justement, l'approche que je vais, c'est un peu représentatif de comment je vois un stage en première année. Comme, en ce moment, je fais un stage justement en recherche avec Yossif Polterovitch, et c'est surtout, je fais face à des lectures que je ne comprends rien de ce que je vois en premier. Ensuite, j'y vais une définition à la fois, j'essaie de plus comprendre. Dans la définition, il y a des mots que je ne comprends pas, et ainsi de suite. Puis, c'est soit le stage, c'est soit la première année seulement, soit tout le parcours universitaire en maths, mais qu'est-ce que je fais face à ça, c'est d'essayer de le simplifier le plus possible, et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ça va être une introduction à la théorie spectrale, et on va commencer par regarder le titre, qui est justement excellent. Je n'ai pas les crédits pour, c'est pas mal Alexis, le grand maître derrière ça. Mais, on va y aller un mot à la fois. On va y aller pour 3 mots importants qu'on va retrouver à travers la présentation. Il y aurait frontière en premier. Frontière, qui va être abordé plus tard. Ensuite, le plus gros et le meilleur jeu de mots, à mon avis, c'est paranormal. Paranormal, dans sa définition, ça réfère à un spectre. Un spectre étant un fantôme. Mais là, on n'est pas trop les fantômes, on est plus théorie spectrale. Donc, on a spectre, qui va être le deuxième mot qu'on va aborder. C'est le mot qu'on va aborder en premier, le plus important, pas mal en théorie spectrale. Et finalement, il y en a 2 dans le même, normal. Ça va être les 3 mots qui vont être un peu nos repères à travers la conversation, à travers la conférence. On pourra les cocher, on les a passés. Et frontière et normal vont venir ensemble, et je vais commencer par justement le spectre. Pour définir c'est quoi le spectre, il faut partir, à mon avis, des bases. On va commencer avec les fonctions, c'est diriger lentement vers les opérateurs, et ensuite le spectre va pouvoir être défini à partir de là. Donc, une fonction. J'assume que tout le monde ici sait c'est quoi une fonction. Ça va prendre un certain espace A, l'envoyer à B, et chaque élément va justement être mappé à son image. Donc, exemple simple, x carré, l'élément 3 va être envoyé à 9. Ça, c'est simplement qu'est-ce qu'une fonction fait. Elle va prendre un élément et le déplacer. Maintenant, un opérateur, c'est comme une fonction de fonction C. À la place que ce soit un simple élément comme 3 qui va être envoyé à 9, maintenant, c'est toute la fonction comme x carré qui va être envoyée à une autre fonction. Un exemple simple, ça va être la dérivée. Donc, disons D pour dérivée. F de x, oh non, pas x, f au complet va être envoyé à sa dérivée. Donc maintenant, x carré au complet va être envoyé à 2x. Ça, c'est un exemple d'opérateur qui va prendre une fonction et l'envoyer à une autre. Maintenant, en général, les opérateurs, les fonctions vont prendre un espace et l'envoyer à un autre. Un opérateur, maintenant, ça va être dans des espaces pas mal plus généraux, des espaces qui peuvent être de dimension infinie. Puis, plus tard, je vais donner quelques exemples d'espaces qui sont d'intérêt dans ce qu'on voit. Mais souvent aussi, l'opérateur va travailler dans le même espace. Il va s'assurer que les fonctions qui sont dedans, il les modifie, mais ça reste dans le même espace. C'est plus facile à manipuler ainsi. Donc, une notation qui est quand même utile. OK, c'est vraiment... Est-ce que c'est correct que j'écrive genre... Est-ce que vous suivez jusqu'à maintenant? C'est pas très organisé. Et ça va être comme ça pas mal tout le long. Alors, c'est simple qu'est-ce qui est écrit au tableau, mais il faut faire les liens dans sa tête entre les différents éléments. Alors, là, je vais aller avec la notation qu'on a vue dans le cours d'algèbre linéaire, cégep, université. Le fait de
une matrice quand elle va agir sur un vecteur et le transformer en un autre vecteur. A agit sur V nous donne W. Maintenant, une notation qui est quand même utile pour comprendre ça, c'est notre opérateur va justement agir sur la fonction, nous donner une autre fonction. Cette notation-là est assez simple et utile pour se rendre à qu'est-ce que c'est un spectre. Premièrement, quand on a cette forme-là, il y a certaines fonctions G qui sont intéressantes pour nous, qui vont pouvoir mener à définir un spectre. On cherche des fonctions G que, quand elles sont modifiées par l'opérateur, elles donnent la fonction qu'on avait au début, mais avec juste une petite constante devant. Ces fonctions-là sont vraiment importantes parce qu'elles sont caractéristiques de l'opérateur. Pour un certain opérateur, il va avoir des fonctions qui respectent ça. Il va avoir certaines valeurs aussi qui respectent ça. La gestion de tableau, ça. Alors, quand on a cette forme-là qui est respectée, on va appeler ces fonctions qui respectent ça une fonction propre. Fonction propre. Et ici, valeur propre. Je pense que jusqu'à maintenant, je ne vous ai rien appris de particulier. Mais on avait vu les fonctions, surtout les valeurs propres, on avait vu ça beaucoup en algèbre linéaire, ça en première année. Maintenant, c'est de généraliser cette idée-là pour aller avec les opérateurs et le même principe, d'avoir une fonction qui est juste, disons, étirée ou avec un certain facteur, la valeur propre. Maintenant, un spectre, c'est vraiment caractéristique de l'opérateur. Le spectre, c'est juste l'ensemble de ces valeurs propres-là. Ça, c'est une manière simplifiée de le voir. La vraie définition du spectre demande beaucoup plus, mais juste pour aujourd'hui, juste pour comprendre où est-ce qu'on se dirige, ça, c'est suffisant. Alors, le spectre, c'est l'ensemble de ces valeurs propres. Est-ce que c'est lisible suffisamment? Parfait. Donc maintenant, la théorie spectrale, c'est vraiment juste, en simplifié, d'étudier le spectre qui est associé avec un certain opérateur, maintenant de voir qu'est-ce qu'on peut en déduire. Si on a un certain opérateur, est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça va nous donner comme spectre? Maintenant, depuis le spectre, depuis les valeurs propres, qu'est-ce qu'on est capable de savoir sur l'opérateur? Ça, la fameuse question, est-ce qu'on peut entendre la forme d'un tambour? C'est ce genre de problème-là, de partir du spectre et de se rendre à l'opérateur, ou de se rendre au domaine plus particulièrement. Je vais en parler un peu plus tard, mais avec ces prérequis-là, juste de savoir que quand on parle de théorie spectrale, on parle d'étudier le spectre, et le spectre étant l'ensemble de ces valeurs-là, on est capable d'avancer. Maintenant, OK. Je vais aller pour cette... Alors, je vous ai parlé des opérateurs en général. On va aller avec un certain opérateur qui est extrêmement étudié, un opérateur différentiel, un peu comme la dérivée de tantôt, qui fait intervenir justement des dérivés. Maintenant, c'est encore un opérateur différentiel. Il est partout, il est bien étudié, c'est le Laplacien. Alors, le Laplacien, je vais en écrire en premier la formule, puis ensuite, je vais vous parler un peu plus comment on peut l'interpréter. Le Laplacien, on va l'écrire grand delta de f, c'est la divergence du gradient de f. On peut l'écrire comme la somme des dérivées secondes par rapport à chaque composante de f, i de 1 jusqu'à n. Ça, c'est juste la manière explicite de l'écrire comme étant la somme. C'est ici, par contre, que se trouve comment on va interpréter le Laplacien. C'est la divergence du gradient. Premièrement, le gradient, ça, vous avez vu ça en calcul. Pour un certain point, le gradient indique le vecteur de la direction pour se diriger pour augmenter le plus rapidement. Disons, on est sur un terrain avec plein de bosses un peu partout, ou sur une montagne ou quoi que ce soit. Si on est à un certain point, le gradient à ce point-là, ça serait la direction pour se diriger et monter le plus rapidement possible. Si on est sur le top d'une montagne maintenant, le gradient est nul parce qu'il n'y a nulle part où je peux me diriger et continuer à monter. Alors, ce principe-là des directions et de flèches, un gradient, c'est juste un champ vectoriel avec justement plein de flèches un peu partout qui indiquent où se diriger. Maintenant, la divergence, c'est au point où je suis,
autour de moi, comment sont les flèches. Si je suis justement sur le top de la montagne, toutes les flèches pointent vers moi parce que tout le monde veut se diriger vers le dessus. Alors là, on va dire que la divergence est nulle parce que toutes les flèches rentrent si on regarde autour de moi. Si j'étais au creux de la montagne, dans la vallée, là, toutes les flèches, justement, m'indiquent, genre, va dans n'importe quelle direction tu veux monter. Donc, à partir de moi, la divergence serait extrêmement positive parce que toutes les flèches sont vers l'extérieur. Donc, ce principe-là de voir avec la courbure de l'espace comment le gradient ou le Laplacien en général, qui est la divergence du gradient, va être vraiment positif ou vraiment négatif, c'est un indicateur, justement. Le Laplacien d'une fonction, ça indique sa courbure. Le Laplacien, pour une fonction qui veut juste des réels au réel, c'est juste la dérivée seconde. Et vous avez vu comment la dérivée seconde, c'est juste la concavité. Donc, c'est cette même idée d'avoir une courbure. Et maintenant, on généralise ça à plusieurs dimensions. Mais la courbure n'est pas nulle en haut du sommet. Non, non, non. Parce que tu avais dit qu'elle était nulle. Je me suis peut-être trompé dans la formulation. Le gradient va être nul. Le gradient va être nul. C'est ça. Mais pas le Laplacien. Non, la courbure, non. La divergence va être extrêmement positive si on est sur le dessus de la montagne. Négative. Extrêmement négative. Donc, c'est vraiment... L'idée à garder derrière, c'est que c'est la courbure de l'espace. Maintenant, là, on va rentrer dans justement c'est quoi la théorie spectrale et les problèmes spectraux en général. Oui, alors, faire la théorie spectrale, on va étudier les opérateurs, on va étudier les fonctions propres, les valeurs propres qu'on y associe, on va voir qu'est-ce qu'on peut en déduire. Mais pour arriver à nos fonctions propres et nos valeurs propres, on a besoin de résoudre un problème spectral. Un problème qui, justement, prend notre opérateur, lui spécifie certaines affaires, et c'est ça qui va nous permettre de définir nos valeurs propres. Donc, c'est vraiment désordonné. OK. Bon. Problème spectral. Je vais faire ça. On est dans une nouvelle section. En espérant que c'est minimalement organisé. Pas pire, c'est bon. J'ai déjà vu pire. Ben moi, j'ai pas vu pire, alors c'est pas si rassurant. Donc, bon, on a parlé d'un spectre. Ça a été couvert minimalement. Là, on arrive justement à la frontière. Quand on parle d'un problème spectral pour pouvoir le résoudre, on a notre opérateur, mais on va définir aussi certaines affaires de plus. Donc, on va commencer par parler des conditions frontières. Alors, particulièrement dans le cas du Laplacien, on fait face à une équation de dérivée partielle quand on veut le résoudre. Nous, ce qu'on cherche, c'est justement une équation de ce type-là. Le moins, c'est par convention. On veut résoudre ça. Ça, c'est une équation avec des dérivées dedans, donc c'est vraiment juste une équation de dérivée partielle. Quelque chose qu'on va ajouter pour pouvoir nous permettre d'arriver à une solution, c'est des conditions frontières. Un peu comme les conditions initiales vont nous permettre d'avoir une solution exacte pour une équation différentielle ordinaire. Maintenant, les conditions frontières vont nous aider. Alors, ça, c'est notre équation. Elle est sur un certain domaine oméga. Elle est bien définie à l'intérieur, on cherche ses solutions. Maintenant, quand je dis conditions frontières, c'est que sur le bord de oméga, sur la frontière d'oméga, on va avoir certaines affaires. On est encore dans la même section. Alors, là, je vais vous parler de deux conditions frontières les plus importantes, les plus utilisées. C'est la première de Dirichlet. Alors ça, c'est vraiment juste. À partir de maintenant, je vais écrire U à la place de F. Parce que F, c'est comme notre manière de vraiment bien penser à une fonction, mais en général, U va être plus facile pour que ce soit plus général et plus facile à manipuler. Donc là, Dirichlet, c'est que simplement U va être égal à 0 sur la frontière. La valeur de la fonction est fixée et est nulle sur la frontière. La deuxième condition frontière qui est souvent utilisée, c'est celle de Neumann.
ça, c'est que la dérivée de U par rapport à un certain vecteur normal est 0 sur la frontière encore. Donc là, on a notre frontière, vecteur normal par rapport à cette frontière-là, et sa dérivée par rapport au vecteur normal est nulle. Ça, c'est comment on les exprime. Maintenant, je vais essayer de vous donner un peu l'interprétation derrière dans deux contextes différents. Donc, l'idée originale, puis d'où ça vient à la base, c'était l'interprétation d'un flux de chaleur sur une plaque. On a une certaine plaque, on s'intéresse à comment la chaleur se comporte dessus et est répartie. Maintenant, dans ce contexte-là, Dirichlet, c'est que sur le bord de la plaque, la température va être fixée. Elle va être nulle ou elle va être à une certaine température et tout le reste est par rapport à cette température-là. Donc, c'est vraiment une plaque que la température sur le bord est fixée. Maintenant, Neumann, ça va être maintenant une plaque isolée. Elle peut changer de température sur le côté. Tant qu'elle ne varie pas vers l'extérieur, il n'y a pas de perte de chaleur ou quoi que ce soit, elle est isolée. Maintenant, l'autre formulation qui a souvent été vue, c'est avec les tambours. La fameuse question de est-ce qu'on peut entendre la forme d'un tambour? Ça, c'est typique Dirichlet. C'est vraiment un tambour, c'est une certaine membrane qui vibre et le bord est fixé. Donc, c'est exactement ça. U représente la forme de notre tambour qui est en train de scier et le bord est fixe. Maintenant, essayer de voir Neumann avec un tambour qui vibre, c'est un peu difficile. Il faudrait un tambour qui est libre d'osciller dans l'espace et que le bord est de dérivée nulle. Une manière de le voir avec justement quelque chose qui est en vibration et en oscillation, c'est l'exemple que je vais vous parler tantôt, celui de ballottement. J'ai oublié ma tasse de café. Est-ce que je pourrais emprunter la tienne? Yes. Bon. Là, on y arrive lentement. Mais je vais juste emprunter la tasse ici. Donc, un peu plus loin, je vais vous parler d'un certain exemple, le ballottement. Dans le cas des tasses, je te la vole pour toute la présentation, en fait. Alors. Ça va nous permettre de voir une certaine interprétation de Neumann dans le cas où il y a une vibration qui est présente. Avant d'aller à l'exemple plus concret, on va parler juste des problèmes spectraux en général. On a deux types. On a, on va dire, usuel. Usuel. Donc, notre problème va être écrit de la sorte. On a notre opérateur qui agit sur U et qui nous donne W. Et on a certaines conditions frontières. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? C'est que notre opérateur, c'est le Laplacien. Et il va agir sur U, justement. Et bon, étant un problème spectral, on veut trouver ses valeurs propres, on veut trouver les fonctions propres, on va l'écrire comme ça. Lambda de U. Et on va justement donner une certaine condition frontière. L'exemple simple, ça serait de mettre Dirichlet. Alors, ça, c'est dans le domaine. On va mettre Dirichlet sur la frontière du domaine. Donc ça, c'est un problème spectral usuel, typique. Les valeurs propres qu'on cherche, les fonctions propres qu'on cherche, sont dans le domaine. Maintenant, il y a un autre type de problème qu'on appelle un problème de Steklov. Celui-ci, les valeurs propres, les fonctions propres, à place d'être dans une équation qui est définie sur le domaine, à l'intérieur du domaine, on va fixer quelque chose qu'on sait déjà, et c'est maintenant sur la frontière, sur le bord ici, que c'est là qu'on va chercher nos fonctions propres et nos valeurs propres. Alors, Steklov va être le deuxième type. Je vous ai nommé Dirichlet et Neumann, mais il faut faire attention. Dirichlet et Neumann, c'est vraiment des conditions frontières. C'est quelque chose qu'on spécifie dépendamment du problème. Mais maintenant, Steklov, ce n'est pas une autre condition frontière, c'est un autre problème à part. Donc, Steklov, encore en tracolade, juste pour montrer que tout ça, c'est le problème. Steklov, c'est maintenant à l'intérieur du domaine. On va, par exemple, demander une fonction harmonique. On va demander quelque chose de bien défini à l'intérieur, dans oméga. Mais maintenant, les fonctions propres et les valeurs propres, elles sont issues du domaine. Pardon, ils sont issus de la frontière.
Donc ça, c'est les deux problèmes qu'on va faire face. On cherche toujours des valeurs propres, on cherche toujours des fonctions propres. Et ça va être dans deux problèmes différents qu'on peut y faire face. Donc, avec ça, on a pas mal terminé une genre de petite introduction à théorie spectrale en général. Maintenant, on va parler d'un certain exemple concret, celui de justement de ballottement. Je vais aller là. Efface. Donc, oui, frontière, on l'a couvert. Normal, c'est comme dérivée normale, c'est une certaine condition frontière, ça vient ensemble. Parfait. Super. Alors, on arrive à un exemple un peu plus concret, celui de ballottement. Le ballottement, c'est le sloshing en anglais, c'est les ondulations à la surface d'un liquide. Et maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est comment la forme du contenant va avoir une influence sur la vibration du liquide à la surface, l'oscillation. Et c'est ça qui en fait un problème de ballottement. On va avoir un certain domaine, on a un certain problème spectral, et on cherche les solutions. Donc, je vais commencer par la partie plus mathématique du ballottement. En général, les problèmes spectraux qu'on va regarder, les domaines en général. Ensuite, on va aller vers un exemple vraiment concret, la tasse de café. Quand on a un problème de ballottement, on a justement notre domaine, c'est ça qui nous intéresse le plus. Ça va être un certain récipient qui est rempli, ça c'est le récipient, il est rempli d'un liquide. Disons jusqu'à là. W étant le liquide à l'intérieur. La surface, la partie du liquide quand c'est stable, qui est comme prête à bouger, qui est libre de bouger, on l'appelle F. F, c'est pas F en tant que tel ne va pas bouger. F, c'est juste l'endroit où est-ce que la fonction pourra bouger éventuellement. F, c'est un disque, il est bien fixé. Et B, c'est la partie de la frontière ici, de W, qui est le contenant, mais la partie mouillée. Donc ça, c'est juste ce qui est à retenir. Puis on va le garder de côté ici tout le long. Ah. Et évidemment, si on veut pouvoir résoudre, on a besoin d'avoir un certain système de coordonnées. On va aller avec un système de coordonnées cartésiennes comme ça. Wow. Z, Y et X. Une fois que ça c'est posé, là, on peut résoudre et avoir des fonctions qui sont justement en fonction de X, Y, Z. Le problème spectral auquel on va faire face, ça va être celui-ci. Premièrement, on veut une fonction harmonique dans le domaine. Ensuite, ça va être un problème en partie de Steklov, donc oui. La raison pour laquelle on veut une fonction harmonique dans le domaine, c'est-tu fluide incompressible ou genre de trucs comme ça? C'est ça la raison? Oui. Physiquement, c'est aussi, on ne veut pas de max et de min à l'intérieur du domaine. On veut que la courbure soit quand même uniforme, que ça soit de moyenne nulle. Et surtout, on ne veut pas comme avoir un certain min et un max, mais en plus, oui, il y a ça. Parce que qu'est-ce qu'on sait sur le ballottement en général? C'est prévu par la théorie sur les ondes d'eau, la théorie linéaire. Et le plus développé, puis tout ce qu'on sait, c'est sur les fluides dits idéaux, et d'où incompressibles. Incompressible est justement une des caractéristiques qui en fait un liquide idéal. Et c'est pour ça, entre autres aussi, qu'on demande le Laplacien nul. Ensuite, les fonctions propres vont justement venir de la frontière, vont venir de F, qui est l'endroit qui nous intéresse le plus. Donc, on va avoir d de U sur d de Z, Z étant la normale dans le cas de F. Et sont là nos valeurs propres et fonctions propres. Ensuite, on va maintenant définir sur B une autre condition. Donc, on pourrait arrêter le problème spectral là. On a une partie qui est Steklov, donc justement, les fonctions propres les fonctions propres et les valeurs propres nous viennent de la frontière. Et ici, ça, c'est une certaine partie de Neumann qui va permettre de fixer le comportement sur le restant du domaine. Où est-ce que ça ne nous intéresse pas les valeurs propres? Oui.
Excuse-moi, mais je suis pas sûr de comprendre le U ici représente quoi exactement? J'y arrive. Le U, c'est notre mode d'oscillation. C'est ça, parce qu'une solution à un problème spectral, c'est un ensemble de fonctions propres et un ensemble de valeurs propres. Et toutes ces fonctions propres-là sont les U et sont les modes d'oscillation. Et les valeurs propres U, les valeurs propres, il n'y a pas de U, les valeurs propres, ça, ce sont les fréquences. Mais c'est relié à la fréquence. Peut-être si j'ai le temps, j'expliquerai le lien entre les deux. Mais on peut le voir comme la fréquence. Donc, U, en fait, j'ai écrit ici, une solution à ça. Ça va être composé de... Ça, c'est vraiment pas une belle accolade. Alors, ça va être composé de différents U, qui sont les modes d'oscillation, et différentes lambda, qui sont les fréquences. Tout ça ici, je vais le garder, puis il ne va pas être effacé, alors on pourra y référer. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse rapide. Ça, c'est un peu plus avancé, ce n'est pas nécessairement du niveau que je veux dans cette conférence. Alors, un petit 2 minutes. Si vous vous perdez, ce n'est pas important. Une quatrième condition qu'on pourrait avoir, ça serait celle-ci. Ça, physiquement, c'est assez sensé. Qu'est-ce qu'on veut? C'est l'intégrale sur f de u. Ça veut dire u, comment il se comporte sur f, on veut que ça soit symétrique. On veut qu'il y en ait autant au-dessus qu'en dessous. Comme si on avait une fonction qui ressemble à ça, un simple sin. Ça, justement, ça fonctionnerait avec l'intégrale sur ça ici, ça serait nul, parce qu'il y en a autant au-dessus qu'en dessous. Maintenant, il faut penser notre onde a autant d'air au-dessus qu'en dessous. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ça? Et c'est là que ça devient un peu la petite parenthèse. C'est que là, on va rentrer dans les espaces de fonctions, on va rentrer dans Sobolev et Lebesgue. Nos U. Juste monsieur. Oui. Ce que tu dis, c'est les modes d'oscillation, mais genre U, c'est une fonction de quel espace? Dans quel espace? C'est genre de oméga dans quoi? Ben, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est comme, genre, dans le fond, l'amplitude de ton oscillation en un point donné puis à un temps donné. Donc, ce serait une fonction, mettons, de ta position dans l'espace puis du temps, si je comprends bien. Pas du temps. C'est vraiment l'amplitude comme maximale atteinte. Et ensuite, pour l'avoir dans le temps, il faut le faire osciller avec un cos ou un sin. Pour toute ta question, c'est par exemple, c'est mappé de quoi à quoi? Ou genre U, c'est vraiment du domaine F envoyé à R. C'est vraiment juste une fonction sur F. Ça a l'air d'une... Bien, ça, c'est la partie du moins qui est le ballottement. On a notre disque F, et sur F, U va ressembler à une certaine oscillation. Oh oui, ça va, mais là, c'est parce que tu définis une condition frontière sur P. Oui. Right. So, j'imagine que dans le fond, ta fonction U est définie entièrement partout dans oméga. Oui. Et après, c'est un gros... Un liquide dans un verre, une particule de... Si j'imagine, genre une particule d'un liquide dans un verre, elle peut osciller dans plein de directions. Oui. Là, Là, la... mon U, c'est quoi? Comme tu sais, parce que tu pourrais dire que c'est l'amplitude de l'oscillation. C'est OK. le premier réflexe que tu as, sauf que là, comme si c'est ça, mais ça va toujours être positif. Une amplitude, c'est toujours positif. Et genre, je trouve ça un peu louche. Si je comprends ta question, c'est... Tu comprends bien, genre ici, mettons, ça va être l'amplitude, puis ça te va, mais une fois dans le domaine, qu'est-ce que ça représente, C'est U? défini partout. Oui. J'avoue que je me suis concentré plus sur cette compréhension-là, de savoir U, comment aller se comporter à la surface, et à l'intérieur, j'ai assumé que ça allait répondre ça, donc je ne sais pas ça serait quoi l'interprétation physique. Genre, je vais dire, je ne sais pas. Mettons, U, c'est genre un déplacement vectoriel. Oui, OK. Genre, si tu me dis U, c'est comme un... Genre, mettons R3. OK. Comme là, je peux faire du sens de ces équations-là, au sens où je me dis, bon, ben, tu sais, je voudrais que par rapport à la surface, ben, je ne sais pas la condition de valeur propre, ouais. Mais comme je comprends comme pour la condition sur le bord. Sauf qu'après ça, je dois avouer. Ça paraît comme là, l'équation de valeur propre, justement, me confond.
Je suis pas sûr de pouvoir répondre à ça. Si, en fait, Après, Simon ou Fabrice, vous êtes en mesure de répondre. Mais je me tourne vers eux parce qu'ils font justement un stage avec. Mais si vous avez une réponse rapide, sinon, je vais juste dire que je ne sais pas exactement, puis on en reparlera après. Donc, c'est une bonne question, je vais y revenir. Surtout, là, ce que j'avais parlé, c'est justement comment on peut interpréter ça. On avait qu'on voulait une fonction qui soit symétrique, mais c'est surtout que nos U sont dans un espace de Sobolev. C'est là qu'ils sont définis, Sobolev sur W. Sobolev étant des fonctions dans L2, mais qui sont différenciables encore une fois dans L2. Et donc là, l'ensemble des U, ça forme une base orthogonale dans L2. Donc, UN forme une base de L2. L2 défini sur F. Donc, c'est les UN sur F, sur la partie ici qui peut bouger. Ça forme une base orthogonale de L2 seulement si tu rajoutes la fonction constante. La fonction constante étant celle U est égale à une constante, donc elle a de valeur propre 0. Ça, c'est comme la première fonction propre et la première valeur propre qu'on comme laisse de côté, mais qu'on sait qu'elle existe. Et donc là, qu'est-ce qu'on demande? C'est que par le produit scalaire sur L2, le produit scalaire sur L2, on veut que simplement U soit orthogonale à la fonction constante. Fonction constante, on sait déjà qu'elle est une fonction propre. Donc, à partir de maintenant, toutes les prochaines fonctions, on veut qu'elles soient orthogonales pour pouvoir continuer à former notre base sur L2. Ça, c'était comme une petite parenthèse. Parfait. Alors, justement, les solutions, ça va être UN et lambda n, sont les solutions à ça, sont nos modes et nos fréquences d'oscillation. Là, on va passer justement à l'exemple concret, celui de la tasse de café. Quand on fait face justement à un problème de ballottement, ça va toujours être les équations qu'on cherche à résoudre, c'est le domaine qui change. Justement, on veut savoir comment le domaine a une influence sur la forme des oscillations à la surface. Donc, dans le cas d'une tasse de café, c'est le domaine qu'il faut redéfinir. Le domaine étant simplement un cylindre. Alors, on redéfinit W comme étant simplement un cylindre de rayon 1 et Z qui varie entre moins H et 0. Donc, notre tasse de café, c'est ce cylindre-là, dans lequel on a justement notre liquide, W, qui occupe une hauteur H. C'est vraiment W qui occupe une hauteur H. Maintenant, le cylindre peut être va être dimension supérieure ou égale à H. Et maintenant, qu'est-ce qui va être important? C'est les oscillations à la surface, si elles sont plus grandes que ça, c'est là qu'il va y avoir un débordement. Donc ça, c'est H. Et à cause de notre système d'axes, ça, c'est vraiment l'axe Z est égal à 0. D'où le fait que W varie jusqu'à moins H. Ensuite, F, c'est simplement le disque. Donc, ça, c'est le domaine qu'on fait face quand on veut résoudre le problème de ballottement pour une tasse de café avec ce problème spectral-là. Pourquoi la tasse de café? Bien, premièrement, tout le monde est capable de s'y fier, tout le monde est capable de comprendre qu'est-ce que c'est une tasse de café qui renverse. Je m'excuse, il y a vraiment beaucoup de craie dessus. Mais en particulier, la tasse de café, c'est qu'on a réussi à avoir des solutions explicites pour. Normalement, avec un problème spectral comme ça, ou juste des équations dérivées partielles en général, on doit faire des approches numériques, des approches comme Finite Element Method, qui visent à segmenter pour approximer numériquement. Mais là, on a des solutions exactes. Et ça en fait le meilleur des deux mondes. Tout le monde est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe et tu as des bonnes solutions.
Je me perds dans mes feuilles. OK. Donc, face à ce problème-là, on arrive justement à avoir des solutions. Les vibrations à la surface vont être une combinaison linéaire de deux fonctions différentes. Oui, il y a plusieurs valeurs propres, et c'est ça le principe. Il y a une infinité de valeurs propres, mais les prochaines, on n'a pas besoin de les prendre en compte, parce que le café ou l'eau en général ne sont pas des fluides idéaux. Et en plus, qu'est-ce qui se passe n'est pas nécessairement linéaire toujours. Alors, tous ces effets-là s'additionnent ensemble pour que U3 et ainsi de suite, toutes les prochaines fonctions propres, ils n'influencent pas beaucoup comment ça se comporte à la surface parce qu'eux ont vraiment un haut taux de dégénérescence par rapport aux effets non linéaires. Donc, en gros, c'est vraiment juste ces deux fonctions-là qui résument qu'est-ce qui se passe, les oscillations à la surface de la tasse de café. Ça, c'est deux fonctions. Je vais l'écrire sur le long, mais ce n'est pas particulièrement important. C'est premièrement une certaine fonction de Bessel avec un cos hyperbolique. Et cos. Et U2, je n'ai pas besoin de le réécrire, c'est vraiment la même affaire qu'ici, sauf que c'est un sin. C'est ça qui en fait qu'ils sont, c'est ça qui fait qu'ils sont orthogonales entre elles. Qu'est-ce qui est à remarquer, c'est que ça, c'est deux fonctions qui résument la forme de l'oscillation à la surface. Ces fonctions-là, il n'y a pas le temps dedans. Donc, c'est vraiment juste à quoi ressemble la forme quand c'est à son maximum. Maintenant, on a besoin de mettre le temps dedans et de la faire osciller. Et pour ça, c'est vraiment juste d'ajouter un cos avec justement la fréquence qui fait en sorte que ça va varier entre -1 et 1. Donc, on va avoir une oscillation à la surface. Pour ça, c'est là que j'ouvre ça, puis je vais vous montrer une animation. Ouh. OK. Oui. C'est ça, oui. Oui, donc c'est vraiment juste une valeur réelle. Alors, bon, ça c'était le cover. Maintenant, l'animation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait une combinaison des deux. C'est pas important les constantes devant. Qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'on a une certaine fonction qui agit comme ça, disons U1, et U2 agit dans l'autre sens, oscille dans l'autre sens. Donc, de faire une combinaison des deux, c'est juste qu'ils vont se décaler en diagonale, puis l'amplitude va être différente, mais le mouvement est essentiellement le même. Donc, j'ai juste choisi ça pour que ça soit genre beau sur l'animation et qu'on voit que ça monte au-dessus du bord des récipients. Le récipient étant la tasse que j'ai mis en gris. Donc là, vous avez une animation Mathematica, mais en vraiment moins belle qualité parce qu'elle a été compressée. Mais voilà qu'est-ce qui se passe. Alors, on a vraiment la combinaison de ces deux fonctions-là qui font la forme de U, disons, maintenant. OK, voyez-vous. Alors, à son maximum, ça va être la forme U1 plus 0,25 fois U2. Maintenant, d'ajouter le cos avec la fréquence, c'est ça qui permet d'avoir comment ça se comporte. Qu'est-ce qui est important à voir, c'est que les maximums, je pense que je l'ai arrêté à un bon moment, les maximums de ça, les extrémas, sont situés à l'extérieur, sont situés, disons, ici. Et c'est ça qui fait en sorte que ça renverse. Des fois, on peut avoir, pour d'autres domaines, le maximum qui serait à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien par ma petite gestuelle ici. Le maximum est à l'intérieur, donc il ne va pas avoir de débordement. Mais maintenant, le maximum est carrément sur le bord. Il est ici, quand la tasse, elle s'arrête ici. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. C'est ça qui fait en sorte que ça va déborder. Parce que la forme naturelle a justement son maximum à l'extérieur. Maintenant, ça a été vérifié expérimentalement. Ils ont fait des expériences pour voir. Ils n'ont pas juste bougé une tasse et regardé si ça renversait. Ils ont, dépendamment du domaine, ils ont juste fait une expérience pour laquelle ils allaient projeter une feuille de papier sur la surface du liquide et regarder comment ça allait être réfléchi dans la caméra. La surface du liquide, elle agit comme un genre de miroir quand on attend que les oscillations soient assez faibles, un miroir qui ondule.
Et sur le papier, il y a plein de petits points. C'est comme justement pointillé. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque point va être réfléchi sur une partie de la courbe, un peu comme s'il y avait un petit miroir exactement à cet endroit-là, un miroir local. Et donc, ensuite, on pouvait interpréter qu'est-ce que la caméra captait pour savoir c'était quoi la forme. Dans la caméra, il faisait une longue exposition. Il attendait que les points puissent bouger. Et ça menait à des résultats intéressants. Je pense que j'ai perdu une feuille. OK, désolé. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand le point est réfléchi, ça va avoir une importance, ça va avoir une influence de où il a été réfléchi. Si ça, c'est la forme de notre oscillation sur laquelle on réfléchit le point. Le point arrive et réfléchit comme ça. Incident, réfléchi. Quand le point arrive sur la surface, c'est comme s'il y avait un petit miroir à cet endroit-là qui réfléchissait. Maintenant, pendant la longue exposition, l'onde a le temps de changer, elle a le temps de varier de forme. Tout point ici, tout point où on avait un miroir, ce miroir va changer de pente entre les deux moments. Donc, un point qui était normalement réfléchi ici va maintenant être réfléchi sur quelque chose de différent. Ce qui va faire que sur la photo, on va avoir une ligne qui se forme à tous les endroits où le miroir va avoir oscillé. Mais les endroits où c'est au maximum, le miroir va être resté droit. Va encore avoir... Ça, c'est vraiment juste le principe de plan tangent. Et le plan va être resté horizontal. Et ça va faire en sorte que le point va rester clair. Tous les autres points, par contre, vont un peu varier. Et ça mène à ça, par exemple. Ça, c'est la photo de la grille, justement, de points. On voit qu'à certains endroits, le point va se déplacer pendant le moment, donc il va avoir formé une ligne. Ça, c'est les endroits où le miroir à la surface a eu le temps de vaciller et de faire une ligne. Il y a d'autres points, par contre, où le point est vraiment fixe. Et ça, c'est justement parce que le plan tangent est horizontal. Donc ça, c'est une manière de voir directement où sont les extrémas. On voit dans ce cas-là que les maximums sont à l'intérieur. Ça, c'est un bol de poisson, c'est vraiment ça ici. Donc ça, c'est pas comme notre exemple de la tasse. Maintenant, les extrémas sont à l'intérieur du contenant. Ça forme des lignes bien claires au milieu. Parfois, ça va aller former des lignes. Parfois, il va y avoir une petite rotation qui apparaît. Et ça, c'est parce que, je vous avais parlé, il y a deux modes qu'on superpose ensemble, U1 et U2. Si les deux n'ont pas la même phase, s'ils sont comme décalés dans le temps, ça va causer une petite ondulation. J'essaie de le gesticuler, mais je pense que vous voyez que le miroir ne va pas juste osciller haut en bas, mais il va aussi osciller par rapport à un certain axe. Et ça va faire ce petit tracé-là ici, l'ellipse. Est-ce que vous voyez bien? Donc ça, c'est dans le cas d'un bol à poisson, mais on garde encore les mêmes points. Il y a encore des endroits où, justement, c'est le maximum. Donc, dans le cas d'un bol de poisson, l'eau va ballotter et va former des maximums qui sont à l'intérieur, donc il y a moins de chances que ça déborde. C'est quand même logique que peut-être le poisson il aime ça agiter, alors on ne veut pas que l'eau déborde trop. Maintenant, un autre contenant. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier par rapport à cette image-là, dépendamment de ce que je vous avais parlé tantôt des points et des lignes? Oui. Moi, je ne vois pas de maximum ou de minimum là-dessus. C'est ça. Dans ce cas-là, les maximums et les minimums se sont formés à l'extérieur. Si on devait prolonger la forme, elle aurait justement un max ou un min qui sont à l'extérieur du domaine. Et ça fait en sorte que ça a beaucoup plus de chances de renverser parce que les max sont à l'extérieur. Ça, c'est une forme conique. C'est vraiment juste un verre. Là, je regarde tous vos verres. J'espère en trouver un. Mais c'est pas obligé d'être un compte parfait. Juste ressembler à ça, c'est encore considéré comme conique. Mais t'aurais dû. Donc, avec ça, ça conclut pas mal. On a vu la théorie spectrale en général, poser un problème spectral et le regarder dans un certain cas qui était le ballottement. Puis,
Ça explique un peu pourquoi votre tasse de café renverse autant, parce que les maximums qui sont formés, quand on regarde les fonctions propres, sont exactement sur la frontière. Donc, il suffit que le dessus de votre tasse soit plus bas et ça va renverser. Alors, vous devriez vous promener avec un bol de poisson et mettre du café dedans. Ça devrait être un peu mieux. Merci.